Sharknado. Réalisé en 2013, le premier Sharknado a eu l'effet d'une bombe sur le milieu des films nanars ou du tellement mauvais que ça devient bon. L'histoire d'une famille qui doit dealer en banlieue de Los Angeles avec une tornade remplie de requins a eu un succès culte avant même sa sortie, s'inscrivant dans un inquiétant régime de films de requins tous plus sans dessin les uns que les autres. Pourtant, rien ne laissait présager en regardant Sharknado avec son simili-restant de vedettes et son CGI de marde qu'on avait quoi que ce soit de si spécial. Considérant qu'il y avait déjà des requins nazis, des requins géants, des requins zombies, des requins pieuvres, des requins robots, des piranhas, des crocodiles géants, des tarentules de lave ou des requins à plusieurs têtes, dans le sable, dans la neige ou dans l'espace. C'est pourtant ce qui est arrivé. Et le Sci-Fi Channel, qui diffuse allègrement ce type de cochonnerie comme s'il n'y avait pas de lendemain, probablement pour du monde sur le moche ou sur l'alcool de prison, a flairé le sang dans l'eau. Logique ou pas, le film de mes préférés chez The Asylum, de qui j'ai déjà parlé pour leur cochonnerie de Thor le Tout-Puissant avec un Kevin Nash là 5 minutes, ou le requin à 3 têtes avec un RVD qui s'en calisse. Ouais, ça me paraît être une bonne stratégie. Ou encore le faux film d'Hercule avec Johnny TV, sorti 2 semaines avant celui avec The Rock filmé sur un coin de rue en Bulgarie, n'a pas généré qu'une suite, mais un 3e, un 4e, un 5e, puis un 6e. J'aurais été très content de laisser ces cacas flottants dans une piscine municipale loin de moi le plus longtemps possible, mais malheureusement, The Asylum ont décidé de me prendre en otage en y insérant des lutteurs. Voyons donc ensemble le phénomène éphémère et heureusement loin derrière nous de la série Sharknado. Faut pas se leurrer, les Sharknado ne sont pas des bons films. Comme tous les films du Sci-Fi Channel ou de The Asylum, il s'agit de produits formatés pour 2 heures de télévision câblée, dont le plus gros attrait tient dans le titre pour asseoir le plus de cul possible le plus rapidement possible. Une fois le titre lu et votre imagination stimulée, le meilleur est passé. Faites-moi confiance. Le scénario du premier Sharknado tient sur une napkin. En gros, on y rencontre Finn Shepard et sa famille qui tiennent un bar à Santa Monica. Puis, une tornade ayant fait le plein de requins dans l'océan Pacifique atteint la côte. Le reste sera une série de scènes inutiles qui vont tour à tour nous montrer des requins qui détruisent les endroits les plus clichés de Los Angeles. Parce que pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Le film met en vedette Ian Ziering, anciennement Steve Sanders dans la série Beverly Hills 90-210, mais qui en était rendu à faire ce type de production pour payer le loyer. Avec lui, Tara Reid, que ma génération a connu comme étant Vicky dans les American Pie ou dans Van Wilder, a l'air complètement pas là. Dans son cas, le succès surprise de Sharknado aurait été une bénédiction parce que ça n'avait vraiment pas trop l'air d'aller pour elle. Hollywood étant à peu près le pire endroit au monde pour une belle femme blonde insécure dans la fin trentaine. Il y a aussi le père de Kevin McAllister dans les films Maman j'ai raté l'avion, en fin de carrière et malheureusement en fin de vie également. Aucune raison sinon de s'y attarder, il n'y a pas de lutteur dans le premier Sharknado. C'est le typique film du Sci-Fi Channel produit en série pour remplir du temps d'antenne puis culpabiliser des gens qui magasinent sous sur Amazon. Le film est cependant devenu viral lors de sa diffusion, à la surprise de tous, générant des milliers de tweets à la minute tout au long, incluant de plusieurs célébrités. Le lendemain, on sabrait le champagne chez The Asylum et au Sci-Fi Channel devant la sérendipité de l'événement. Suivant le succès inattendu du premier, The Asylum ont décidé d'immédiatement partir en production pour le deuxième, genre le lendemain matin pendant que le cadavre était encore chaud, à la surprise de tous ceux impliqués. Question quiz, si on faisait une suite à un film qui a déjà tout montré des endroits les plus clichés de LA, on va où? Bienvenue à New York. Exactement, New York. Je vous l'avais dit, c'est pas compliqué, c'est premier degré à l'os. Cette fois, même histoire que le premier. Finn et sa famille se retrouvent au milieu d'une tornade de requins à New York. Si je vous demandais qu'est-ce qu'on fait une fois rendu à New York? Exactement. On va voir une game de baseball, on prend le métro pour aller voir la Statue de la Liberté, on va à l'Empire State Building, on mange des hot dogs puis de la pizza style new-yorkaise. On commence en revanche à constater que l'engouement envers Sharknado se résume en une gang de célébrités qui veulent participer au film pour se faire tuer par des requins. Un peu comme dans la série Batman des années 60 où c'était cool d'y faire une apparition, soit dans une fenêtre pour saluer Batman ou comme méchant.
Mais il n'y a aucun respect ajouté envers The Asylum, qui continue de se faire snobber par l'industrie. Un peu comme le rejet au secondaire qui se fait demander de l'aide comme par magie par ses bullies puis la belle fille en arrière de la classe juste avant un examen de mathématiques. Tu t'es sacrifié en essayant de me sauver. Bon vieux temps. Ça donne quand même quelques bons moments. Mon préféré personnellement, c'est Robert Hayes qui vient, 35 ans plus tard, reproduire une scène de mon film préféré de tous les temps, Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'avoue qu'en voyant ça, j'ai eu une émotion. Sinon, on peut y voir Andy Dick, Kelly Osbourne, le présentateur météo Al Roker, Billy Ray Cyrus, Kelly Ripa de Regis and Kelly et Jared de Subway, dans le Subway de New York. La pognez-vous? Jared mange un Subway dans le Subway! Probablement le caméo qui a le moins bien vieilli de la série. Puis, à 15 minutes de la fin, sorti de nulle part... Monsieur le maire, je dois parler à Finn. Les réservoirs de Frey ont son canal. Yup, Kurt Angle en chef des pompiers. C'est cool. Est-ce que Kurt va se faire bouffer par un requin? Faire son ankle lock en mode Perk Angle à une gang de requins? Sortir une catchphrase? Boire du lait? Je ne comprends pas. Quel est votre plan? C'est le chef des pompiers. C'est vrai. Voilà. Je me demande si ce sera efficace. Le film a été encore plus viral que le premier. Pari réussi donc pour The Asylum qui savent maintenant qu'ils ont une vache à lait entre les mains. Maintenant que Sharknado est une franchise et que les célébrités en manque d'attention font la file pour être vues dans ce mauvais film, chose que The Asylum n'est absolument pas habitué à. On fait quoi? Surtout qu'on a maintenant détruit LA et New York. On va à Washington et en Floride pour Sharknado 3. Sharknado 3 est à peu près le meilleur de la série. Pas tant parce qu'il est bon, mais parce que c'est celui qui a poussé le concept à son paroxysme côté caméo et idée over the top de ce qu'on peut faire avec des requins pognés dans une tornade. Lorsqu'une Sharknado provenant de l'Atlantique arrive sur la côte Est durant la cérémonie visant à féliciter Finn pour avoir sauvé LA et New York, il doit maintenant sauver le président, joué par Mark Cuban, que les fans de la WWE connaissent déjà, à travers tous les attraits touristiques de la ville. La Maison-Blanche, le Capitole, le Lincoln Memorial et le Monument Washington. Je vous l'avais dit que c'est pas compliqué. C'est peut-être ça qui fait la recette des Sharknado finalement. C'est tellement simple que ça en est... élégant. Tout le monde s'y reconnaît, tout le monde connaît les références et c'est super facile de s'y retrouver. Suivant son escapade à Washington où il a fait la rencontre de notre Maryse nationale en garde de sécurité... Vous devez partir, reculez! Oh, non, sortez juste mes papiers! Je suis Finn Shepard! D'ailleurs, je me demande vraiment comment ça s'est passé, cette histoire de casting de Maryse. Ça va, laissez-le passer. Désolé, monsieur. Finn doit rejoindre sa famille en Floride alors que sa femme, Tara Reid, qui a l'air de regretter d'avoir dit oui au premier, et sa fille passent la journée à Universal Studios. Ah, c'est eux qui payent le tournage, let's go! D'ailleurs, c'est un autre facteur qui explique le succès de la série, la prolifération des messages publicitaires et du contenu sponsorisé. Tout le monde veut entrer et profiter de la vague Sharknado pour se faire voir, et siphonner ses ressources. Alors que Finn se rend en Floride, avec son ex du premier, Nova, et l'agent Cody Banks, en passant bien sûr par la base militaire de Charleston, pendant le Daytona 500, of course. On approche de Daytona. Comment tu le sais? Je vois le circuit. Sa fille, elle, fait des manèges. Si je vous demandais quel lutteur est devenu expert à prendre tout ce qui pogne et s'y accrocher pour se mettre over, vous répondriez qui? Et 1, 2, 3, go! Ben oui. Qui d'autre? C'est ça que vous cherchez? Le Vortex of Jericho. Dépêchez-vous, la tempête n'est pas terminée. Chris est donc Bruce, préposé du manège, en référence au nom du requin de caoutchouc dans le jazz original. Jericho est officiellement le caméo de lutteur le plus long et le plus réussi de la série, restant dans le film un gros 15 minutes. Vite, allons-nous-en! Avec pas mal de texte, Nous devons évacuer l'attraction. Pas tous en même temps pour éviter la pagaille. Vous allez suivre mes instructions, d'accord? avant de se faire bouffer par un requin qui fait de la montagne russe. Il y a un requin sur les rails. Parmi les caméos du 3, qui ne seront jamais mieux que ça, mentionnons Grant Imahara des Mythbusters, George R.R. Martin qui a écrit Game of Thrones, Lou Ferrigno, alias le Hulk de nos parents, la politicienne ultra-conservatrice Ann Coulter,
Lorenzo Lamas, le gars qui fait des bruits avec sa bouche dans les Police Academy, Maria Menounos, qu'on a vu souvent à la WWE, Jerry Springer, les magiciens Penn and Teller et David Hasselhoff, dans le rôle du père de Finn, qui vont à la fin, dans l'espace, dropper une bombe dans le vortex de la tempête. Sharknado 4, The Force Awakens, référence à Star Wars, commence la rapide déchéance de la série vers les bas-fonds plus familiers de Asylum. Parce qu'il faut pas se mentir, tout ce qui se passe entre Sharknado 1 et 3 est complètement anormal, autant pour ce type de cinéma que pour la compagnie The Asylum, qui n'est pas habituée d'avoir autant d'attention. Durant la production du 2, ils ont même dû interrompre les tournages puisqu'ils n'avaient pas l'argent pour payer le syndicat des acteurs et techniciens qui s'étaient greffés de force au projet. The Asylum ne peut absolument pas se permettre de s'aventurer trop loin de ses vieilles pantoufles de production de fond de sous-sol, où la vente du film précédent paye pour le prochain. Un modèle d'affaires volontairement underground et fauché. Fait que là, on a fait la Californie, New York, Washington et la Floride. Reste quoi à faire? Viva Las Vegas. Oui, c'est ça. Las Vegas puis le reste des États-Unis. Fait que Vegas, la Strip, le Signe, les manèges, Wayne Newton, les casinos, puis après, le Golden Gate Bridge, l'Arche de Saint-Louis, les chutes Niagara, le Grand Canyon, le barrage Hoover et le Mont Rushmore. Ah, puis tant qu'elle est au Kansas, j'imagine qu'on va avoir une référence au Magicien d'Oz. On dirait qu'on n'est plus au Kansas maintenant. Aucune surprise. Même côté caméo, ça commence à chier. On a Gary Busey, Lloyd Kaufman, le saint patron obligatoire à n'importe quel film indépendant, des anciennes filles d'Alerte à Malibu, parce que David Hasselhoff, Si vous tombez à l'eau, on ne pourra rien pour vous. Ouais, j'en ai conscience. Doug the Bounty Hunter, Steve Guttenberg des Police Academy et Gilbert Gottfried. Ah oui, puis Tara Reid est rendue un cyborg. Peut-être pour s'adapter à ses talents d'actrice rendus limités. Tout ça à cause d'une campagne à la fin du soir où les internautes pouvaient, avec un hashtag, décider du sort de Tara Reid. Et boy, ça commence à ressembler à un mélange entre un bye-bye annuel puis le disaster movie, rempli de références pop culture inutiles. Clairement, le patient s'en va vers la mort. Elle a un nom, ta voiture? Christine. Et elle est pas commode. Viens avec moi si tu veux vivre. Côté lutteur, ça peut difficilement être plus représentatif que ça, avec Seth Rollins qui joue un simple technicien informatique. Le Mont Rushmore sera protégé et toutes ces tornades réduites à néant. En retard sur le buzz, pensant qu'il est un joueur d'impact plus cool qu'il l'est vraiment. Un peu comme à la WWE finalement. On sait jamais ce qui arrive à son personnage, sans doute une scène supprimée. Sharknado 4 se consomme et s'oublie aussi vite qu'un 6 pouces viande froide de chez Subway. Sharknado 5 arrive l'année suivante. On a déjà tout fait ce qui tient dans un guide touristique de station-service aux États-Unis. C'est l'heure pour Finn de sauver le monde entier des Sharknado. Fait que si vous achetiez un guide touristique du monde entier à la même station-service, on va où? Ben oui, Big Ben, la Tour Eiffel, le Colisée de Rome, l'Opéra de Sydney, le Vatican, on redresse la Tour de Pise, Tokyo va faire des références à Godzilla, puis on finit ça aux pyramides d'Égypte. Des questions? Ça, je pensais. Côté caméo, ça s'arrange pas non plus. Fabio joue le pape, on a Tony Hawk qui va faire du skateboard dans une tornade, Bret Michaels... Oh putain, je viens de tuer Bret Michaels! Chris Kattan, puis Olivia Newton-John. On sent l'essoufflement. Puis, au cours d'une petite visite au Brésil, on rencontre Johnny Nitro dans le rôle de Rodolfo. Finn Shepard, le grand héros américain. Qui va guider Finn jusqu'à leur prochaine destination avant de faire un End of Days à un requin. Qui veut tester la boîte à baffe? Un gros 3 minutes pour Johnny. Pour vrai, il est temps que ça finisse. Par chance, il en reste juste un. Alors maintenant qu'on a fait le tour des States et de la planète, on fait quoi? Ben oui, on voyage dans le temps puis on rajoute des Sharknados à des moments marquants de notre cours d'histoire du secondaire 2.
Les dinosaures, des Romains, les chevaliers de la table ronde, la guerre d'indépendance des States avec les pères fondateurs, Hamilton. Washington. Billy the Kid, Cléopâtre, hey, ça peut-tu finir? Dans les années 50, Finn revoit ses parents. Sa mère, jouée par Tori Spelling, donne un petit souvenir de Beverly Hills 90-210. Les autres caméos, sinon, c'est terminé. À part Neil deGrasse Tyson pour l'aspect astrophysique du voyage dans le temps, qui doit filer comme le dernier arrivé dans un party où tout le monde a déjà vomi. Mes amis. On a Dee Snider des Twisted Sisters, Ben Stein et Chris Owen, le Shermanator, qui joue aux arcades dans Ready to Rumble. Papa a dit que vomir, c'est pour les tapettes. Ben, je suis pas une tapette, puis ça m'arrive de vomir. La seule raison pour laquelle j'en parle du 6, c'est parce qu'à la toute fin, quand toute l'histoire de l'humanité se mêle dans une ultime Sharknado, il y a ça. Joe Louis et Mohamed Ali. Et encore là, sans le générique, je m'en serais jamais douté. Mais ceux qui font les deux boxeurs légendaires qui punchent des requins dans le vide, c'est eux. Yo, 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 yo! Shotgun Smart and JTG, it's crime time! Une fois le génie remis en bouteille, tous les événements des 6 films sont annulés, en mode « ce n'était qu'un rêve ». Et tout le monde revient au bar de Finn, boucler toutes les boucles, comme si rien de tout ça n'était arrivé. Si seulement ça marchait pour moi aussi qui ai écouté 6 Sharknado. Tu ne peux pas contrôler le futur. Tu peux seulement apprendre à contrôler tes choix. Avec recul, 6 ans après le phénomène, qui on ne se le cachera pas a duré 4 ans de trop, on voit ce qui arrive quand une compagnie qui n'est pas préparée à faire autre chose que de la cochonnerie tombe accidentellement sur un gisement de pétrole. Les requins de l'industrie, sans mauvais jeu de mots, sont arrivés, ont exploité le puits pour en tirer tout le jus qu'ils pouvaient, avant de recracher la franchise comme une vieille gomme une fois la saveur partie. Asylum, eux, sont retournés dans leur grotte après ce qui a dû être une vraiment folle aventure sous les projecteurs. À ce jour, ils continuent de tourner leurs sous-produits de cinéma destinés à vendre du temps de fin de soirée aux chaînes câblées. On a essayé de créer un nouveau buzz en ajoutant toujours plus de têtes à des requins ou en faisant s'affronter des créatures, mais aucune merde lancée n'a collé sur le mur. Des films absolument irregardables anyways que je ne recommanderais même pas à mes pires ennemis. La belle époque des TV Movies, modèle d'affaires Vétus dont on assiste au dernier balbutiement, va mourir de sa belle mort dans les prochaines décennies, probablement d'ici 2030, remplacé par les films faits exclusivement pour les plateformes de streaming, qui elles ont un plus gros budget, des actionnaires, des gros joueurs et qui se battent plus agressivement pour retenir leurs clients que les chaînes câblées et les distributeurs de signaux télé en fin de vie. Détrompez-vous cependant, les films ne seront pas meilleurs sur les plateformes. Et si c'était une mauvaise idée, que c'était mieux avant? Ils resteront du divertissement de dernier recours ou du bruit de fond pour des millénarios qui s'emmerdent, des suites inutiles, de la nostalgie, du recyclage de concepts. Ça recommence. Il va se passer exactement la même affaire qu'à la télévision. Sauvez votre peau et sauvez la leur. Le but étant de garnir les catalogues des plateformes de streaming en créant l'illusion du choix. Faites attention donc la prochaine fois que vous allez live tweeter vos réactions à ce qui se passe pendant un mauvais film à la télévision, parce que vous pourriez accidentellement créer la prochaine franchise virale.